Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Call it, take it quickly, Origi! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Passion Foot, nouveau format. Aujourd'hui, nous avons laissé le format podcast et nous sommes partis sur de la vidéo. Désormais, vous pouvez voir nos magnifiques faciès, bien évidemment. Et bien évidemment, je suis toujours accompagné de Mathéo et de Brieux. Comment ça va, les gars? Salut. Bah, ça va super, ça va super. Très content d'enfin pouvoir faire ce format vidéo avec vous pour débattre du coup notre première émission de la semaine, l'actualité. On va parler normalement de la Ligue 2, de l'OM, de Lille, de Toulouse et de plein d'autres choses avec une nouvelle rubrique en fin d'émission qui sera dédiée à la reprise du football actuellement en Allemagne. Tout ça, ça suit tout de suite sur Passion Foot. D'accord. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non, Annecy, je vous le dis. Et bien évidemment, la grosse information de la semaine, elle nous vient de la LFP qui aurait voté à 55% le passage de la Ligue 2 à 22 équipes dès la saison prochaine, avec donc le maintien du club du Mans et de Orléans et la montée de Dunkerque et de Pau venant de National pour la Ligue 2. On sait qu'il existe un problème entre la Ligue et la Fédération actuellement. La Ligue qui s'occupe du coup des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et la Fédération qui s'occupe notamment du National. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, voudrait imposer son veto sur cette décision. On est encore une fois sur une guerre d'intérêts entre la Ligue et la Fédération. Mathéo, toi, qu'est-ce que tu penses déjà d'une Ligue 2 à 22 ? Est-ce que c'est possible, en tout cas en France et pour notre championnat ? C'est possible parce que ça l'est déjà en Angleterre, dans le championnat anglais en deuxième division. Maintenant, moi, je suis contre parce que ça entraînerait des pertes de crédibilité dans les instances du foot français qui ont déjà validé un certain format. Je rappelle qu'on avait supprimé la Coupe de la Ligue, bon, même si c'était avec la Ligue 1, mais parce qu'un des arguments, c'était qu'il y avait trop de matchs. Là, on en rajouterait, donc je trouve que c'est un peu contradictoire. Et puis même, c'est un gros bordel. Je pense que le mieux, ce serait de rester comme on est là actuellement. Et voilà. Voyez, qu'est-ce que tu en penses, toi, une Ligue 2 à 22 ? C'est possible ou est-ce que c'est vraiment juste une fausse bonne idée en fait, de la Ligue ? Comme l'a dit Mathéo, c'est possible, hein, ça se fait actuellement en Angleterre. Moi, je pense, contrairement à Mathéo, que ça peut être une bonne idée. On voit le format, ce qui se passe en Angleterre. Par contre, je pense que si on doit faire une Ligue à 22 clubs, ce serait exactement le même format que la Ligue anglaise. Et donc, pas de barrage entre le 18e de Ligue 1 et le premier, et le vainqueur des playoffs de Ligue 2. Moi, je pense que ça pourrait vraiment ajouter quelque chose d'intéressant, surtout en fin de saison. On sait que généralement, les championnats se terminent vers le 15 mai. Et ça rajoute un petit peu plus de foot, voilà, justement, avec cette fin de deuxième division en Angleterre et qui est très appréciée. Moi, je pense vraiment que ça peut être quelque chose de super intéressant et rajouter encore plus de compétitivité dans les ligues professionnelles françaises. Il y a une grosse question qui revient aussi vis-à-vis de cette Ligue 2. Est-ce que ça veut dire que cette Ligue 2 à 22, elle se dure sur un long terme ? Est-ce que c'est officiellement maintenant une Ligue 2 à 22 ou est-ce que c'est juste pour une saison unique ? Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, on aura 4 relégués ? Brieux, est-ce que tu penses que c'est une décision qui est faite sur le long terme ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, un one-shot pour cette saison pour tout ce qu'on connaît actuellement avec le Covid ? Alors, je vais revenir sur ma réponse d'avant. Donc, pour moi, si on fait une Ligue 2 à 22 clubs, ça doit être sur le long terme, comme ça se passe justement en Première Ligue. Sinon, comme l'a dit Mathéo, et là je le rejoins totalement, ça veut dire que la Ligue est entre guillemets faible, les instances ne sont pas très puissantes et qu'on donne le droit au club de décider finalement. Et c'est pas ce qui est censé faire une instance du sport et une instance en général. Donc pour moi, si on fait une Ligue 2 à 22 clubs, c'est vraiment quelque chose qui doit durer dans le temps. Mathéo, tu es d'accord avec ce que dit Brieux ? C'est impossible de voir une Ligue 1 à 22 pour une seule saison. C'est une décision qui doit être faite sur le long terme. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que dit Brieux. Ce serait un petit peu stupide. Même si on est dans une situation exceptionnelle, il faut le valider sur plusieurs années. Sinon, Brieux, toi, tu l'avais dit déjà dans un dernier podcast. Sinon, toutes les équipes elles vont se rebeller à chaque fin de saison et ça va être un gros bordel. Donc, si on adopte une décision maintenant, essayons de voir ce que c'est sur le long terme.
Tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai bien évidemment parlé de ce contingent qu'on a actuellement entre la Ligue et la Fédération. La Ligue a donc voté, comme je l'ai dit, à 55% pour oui. Noël Le Graët, qui lui donc s'occupe de tout ce qui est équipe de France, Coupe de France, mais donc aussi du national, ne veut absolument pas de ça. D'après les différentes informations, la décision de la Ligue serait poussée d'un aspect économique pour sauver en fait les clubs qui seront relégués comme Le Mans et Orléans, tandis que Noël Le Graët voit un aspect beaucoup plus sportif. Pour éviter du coup d'avoir cette Ligue 2 à 22 qui peut-être baisserait un peu le niveau du championnat de Ligue 2 et du coup serait moins attrayant pour des joueurs mais aussi pour d'un aspect économique. Contrairement, on en a parlé en Première Ligue où il y a, on va dire, un dialogue qui est fait réellement entre par exemple donc, la Première Ligue et la Football Association qui s'occupe des divisions inférieures. En France, il n'y a pas ce dialogue. C'est quand même assez étonnant de voir qu'il n'y ait pas eu ce dialogue, cette connexion entre la fédération et la Ligue, Brieux. C'est quand même assez étonnant de voir ça en France. C'est vrai que c'est étonnant et ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé au tennis avec tous les reports de compétition. C'est que chacun décide de son côté. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de dialogue finalement entre les deux grandes instances du football en France. Et c'est très dommageable et ça donne une situation comme on l'a vu actuellement où chacun veut faire ses propres décisions, chacun pense qu'il a raison et finalement on s'y perd totalement. Mathéo, tu penses toi que Noël Le Graët peut arriver à dire totalement non à cette Ligue à 22 en fait, à cette Ligue de 22 ou est-ce que vraiment la Ligue ne prendra pas en compte son accord? C'est quand même très compliqué de ne pas avoir vraiment deux parties qui sont d'accord alors que c'est deux grandes instances du football français. Voilà, c'est deux parties, c'est la Fédé et la Ligue, donc on peut aller encore plus loin. C'est dans tout le football français, que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs, que ce soit les présidents. Il n'y a personne qui s'entend sur plusieurs décisions. Bon, là, là j'allais parler de la Ligue 1, la reprise du foot en France, mais c'est pas vraiment le sujet. Moi, je pense que le mieux, c'est d'arriver à trouver un terrain d'entente, essayer de s'entendre, essayer de poser le pour et le contre et prendre enfin une décision commune pour le bien du football français. En tout cas, on attend avec impatience ces décisions de savoir si notre Ligue, la Ligue 2 sera à 22 équipes. Tu l'as dit, Mathéo, il y a notamment eu la déclaration aujourd'hui, il y a quelques heures de ça, que la Ligue 1 reprendrait le 22 août, à voir notamment avec les calendriers de Ligue des Champions. Mais ça, c'est un autre débat qu'on aura sûrement plus tard. Beaucoup de questions, en tout cas, sur la reprise de nos championnats, sur le format qu'aura ces nouveaux championnats. On va tout de suite passer à notre deuxième gros sujet. On l'a dit la semaine dernière, depuis le départ de Andoni Zubizarreta, l'OM nage totalement dans un océan de problèmes actuellement. Ils sont totalement dans le flou actuellement à Marseille. On va aborder beaucoup de sujets parce qu'en une semaine, il s'est encore passé énormément de choses du côté du club phocéen. Tout d'abord, le cas Villas-Boas. On l'a annoncé déjà partant, déjà la semaine dernière, c'était quasiment acté. Aujourd'hui, on s'accorde plus à Villas-Boas qui devrait rester encore une saison, ne voudrait pas démissionner, mais qui a refusé une prolongation de contrat. Rester une dernière année avant de partir à la fin de son contrat. Mathéo, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou est-ce que l'OM doit directement dès maintenant s'en séparer? Non, c'est une bonne idée. Franchement, si tu perds Andrés Villas-Boas, c'est une catastrophe, comme on l'a dit dans un dernier podcast. Tu brises cette union avec les supporters, mais aussi avec cette équipe. Il a réussi à trouver quelque part une certaine stabilité. Il connaît bien l'effectif. Et dans une période comme ça où tu changes un petit peu de stratégie, il va y avoir beaucoup de bouleversements. C'est bien de garder une certaine part de stabilité dans ton équipe. Donc moi, je suis totalement d'accord et je suis content s'il venait à rester surtout en Ligue 1 parce que c'est un excellent coach. Et puis, ça laissera le temps aussi à la direction marseillaise de bien préparer sa succession. Brieux, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est une bonne idée de garder un coach pour un an, sachant qu'il partira l'année prochaine, sachant qu'il a dit c'est surtout pour un défi, on va dire, sportif et humain. Il n'est clairement pas là pour la direction. Il l'a clairement annoncé. Est-ce que c'est une bonne saison de garder un Villas-Boas qui va juste, on va dire, j'ai envie de dire, penser à lui plutôt qu'à toute l'institution marseillaise, sachant qu'à la fin de la saison, il s'en va? Est-ce que c'est vraiment une bonne solution de garder un entraîneur qui, c'est un objectif personnel de rester et de savoir que l'année prochaine, c'est merci, au revoir? Bah justement, moi je ne sais pas trop comment me situer par rapport à ça. Parce que d'un côté, je me dis c'est bien pour l'Olympique de Marseille qui va garder un super coach pour une année de plus. Mais d'un autre, c'est qu'une année de plus. Il a clairement dit qu'il allait au bout de son contrat et qu'au vu de la situation actuelle, il n'est pas du tout prêt à prolonger. Du coup, on peut se questionner, c'est peut-être un peu malsain de se dire ça, mais pour quelle raison il reste? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour se redorer un peu son blason aussi? Son blason, entre guillemets, d'entraîneur a été un peu sali par ses passages successivement ratés à Chelsea, à Tottenham et au Zénith où il n'a pas fait des choses incroyables. Et là, il reste à l'OM et il fait une super saison. Moi, le problème que j'ai, c'est ça, c'est que si c'est qu'il reste que pour une saison, pourquoi faire?
pourquoi faire et pourquoi ne pas partir maintenant, essayer directement de chercher un plus gros club, parce que finalement, on sait tous, c'est ce qu'il veut, Villas-Boas, c'est essayer derrière de choper une plus grande équipe. Mais là, rester à l'OM, moi, je vois pas bien le projet qu'il a de rester, mais qu'un an. Je comprends pas trop. Tu es d'accord avec ça, Mathéo? Est-ce que tu partages pas du tout l'avis de Brio, dans le sens où est-ce que s'il reste, il faut qu'il prolonge, ou est-ce qu'il faut qu'il parte maintenant pour laisser, du coup, comme on l'a dit, cette place à cette rénovation du club? Est-ce que toi, tu as un avis totalement différent par rapport à ça? Pour répondre un peu à Brio. Moi, là où je suis pas d'accord avec Brieux, c'est sur cet aspect financier, etc. Je trouve que s'il reste à l'OM, c'est vraiment pour cet peut-être amour avec les supporters, comme on a pu le voir avec Alvaro aussi à l'OM. Je pense qu'il y a vraiment un amour, il y a vraiment un esprit de famille qui s'est créé. Il est super bien dans le Sud aussi. Et je pense qu'il veut faire les choses bien. Il veut finir, là je suis d'accord avec toi, il veut finir aussi proprement son histoire avec l'Olympique de Marseille. C'est vrai que partir un petit peu comme un voleur parce que Zoubi part, ça aurait été un petit peu compliqué. Mais c'est une décision honorable. Moi, je trouve qu'il pourrait partir et retrouver un gros club dès cet été. Il a d'ailleurs eu une proposition de Newcastle. S'il reste à l'OM, c'est qu'il y a bien une raison, outre que financière, parce que je pense que le contrat de Newcastle aurait été faramineux. Donc, je vois vraiment cette passion avec les supporters et l'envie de vouloir faire les choses bien et ne pas laisser tomber les supporters marseillais qui lui envoient de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Tu parlais justement de cet esprit de famille qui a été créé notamment avec Alvaro. Petite information d'ailleurs, la bonne nouvelle, on va dire un peu de cette semaine, c'est que Jacques-Henri Hérault a confirmé à l'agence française de presse que Alvaro resterait du côté de Marseille dès la saison prochaine. Néanmoins, il y a un énorme dégraissage de l'effectif qui sera fait cet été, on le sait tous. L'OM a d'ailleurs annoncé, les informations disent qu'en cas de grosse offre, même d'offres convenables pour ces cadres, on pense notamment à Dimitri Payet, Kevin Strootman, Florian Thauvin, Khaled Takar, même Steve Mandanda, aucun des joueurs ne sera réellement retenu. Même Benedetto, qui est arrivé cette saison, si grosse offre il y a, pourrait partir pour le bien financier du club. Mathéo, c'est quand même une situation, on va dire, très compliquée dans le sens où on a créé cet esprit de famille, comme tu l'as dit juste avant, et là, on fait tout péter. Ouais, mais je trouve que le club n'est pas très bien managé. C'est une situation qui est hyper inconfortable. Après, ils sont sous la pression du fair play financier et ils doivent enlever, dégraisser la masse salariale. Donc, ils sont quelque part un petit peu obligés. Mais ouais, je trouve ça trop dommage. Alors qu'ils avaient enfin réussi à trouver cette stabilité, ce groupe, et devoir le casser comme ça, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et quels joueurs vont venir les remplacer parce qu'ils ont la Ligue des Champions à jouer. Ils ont déjà une profondeur de banc qui est déjà pas top. S'il y a des blessures qui viennent se rajouter comme Thauvin là, cette saison, bah, c'est catastrophique. Hein. Le retour de Kostas Mitroglou, normalement du côté de Marseille aussi, qui revient, très grosse ajout du côté de l'Olympique de Marseille. Brieux, on n'y croyait peut-être plus trop à ce projet Champions Project. C'était la première saison où vraiment on voyait l'OM, ça y est, l'OM conquérant, l'OM tel qu'il est, tel qu'il doit être. Et là, c'est vraiment la fin d'un cycle. Jacques-Henri Hérault l'a dit d'ailleurs la semaine dernière, c'est la fin d'un premier cycle. On commence le deuxième cycle. Il commence terriblement ce deuxième cycle. On ne voit pas du tout l'avenir là actuellement à Marseille. Ah non, comme tu l'as dit, on ne voit pas du tout l'avenir. Et pour moi, le début du deuxième cycle, c'est un peu un résumé du premier. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, mais il y a quand même beaucoup d'échecs sur ce premier cycle. Notamment, aucune qualification en Champions League. Finalement, c'est la première au bout de 4 ou 5 ans, si je ne me trompe pas. Alors qu'on s'attendait vraiment à retrouver l'OM en Ligue des Champions dès le début. Mais pour revenir sur ce que tu dis, Charles, c'est un été qui s'annonce désastreux pour l'Olympique de Marseille. Si tu te qualifies pour la Ligue des Champions, mais que tu dois perdre tous tes meilleurs joueurs, on voit vraiment pas ce que l'OM va aller faire en Ligue des Champions, s'ils vont pouvoir remplacer leur cadre, et par qui, et comment, et avec quel sous. Enfin, il y a beaucoup de flou qu'entoure l'été de l'Olympique de Marseille. Et pour moi, c'est plutôt quelque chose de négatif qui va arriver plutôt qu'une chose positive. Donc moi, je vois plutôt l'OM dégraisser sans vraiment remplacer par des joueurs forts qu'on attendrait pour renforcer en Ligue des Champions. Je vois plutôt l'OM perdre gros au change cet été et ça me fait très peur pour le club phocéen. C'est un autre problème, c'est que la crise arrive à un moment qui est terrible pour l'Olympique de Marseille parce qu'il fallait vendre cet été, quoi qu'il arrive. Une qualification en Ligue des Champions, forcément, ça aide beaucoup, mais il fallait vendre. On arrive dans cette crise du Covid-19 où actuellement les clubs n'ont pas envie de lâcher, on va dire, des mêmes 20 millions sur des Florian Thauvin, sur des Dimitri Payet. Très peu de clubs auront l'argent pour aller faire des offres sur ces joueurs-là.
On l'a même dit, peut-être que l'OM voudrait tout simplement libérer des joueurs comme Kevin Strootman. On arrive à un point où l'OM est dans une situation qui est catastrophique. On fait tout pour se débarrasser en gros des gros salaires. On ne veut plus de ces joueurs-là, on veut de l'argent. C'est vraiment actuellement la dynamique de l'OM. Un été extrêmement compliqué pour l'Olympique de Marseille en prévision. Et surtout, un président qui n'arrête pas de se montrer d'un bon visage. Pour finir ce dossier un petit peu sur l'Olympique de Marseille, il y a eu une assemblée générale des présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 qui a été réalisée ces dernières semaines, où une information nous est parvenue, notamment du président, donc Jacques-Henri Hérault, qui se serait, on va dire, un petit peu fâché avec le président de Guingamp. La raison toute simple, Hérault aurait dénoncé le président de Guingamp comme étant la taupe de Mediapart, qui aurait, bien évidemment, vous avez vu ces documents, messieurs, qui aurait montré les bilans des clubs cette saison en termes financiers, avant de jurer d'en venir aux mains dès leur prochaine rencontre. Encore une bonne nouvelle du côté de Marseille, Mathéo. Hein. Ah, c'est clair. Non, mais c'est une période qui est clairement agitée. Et encore une fois, une communication que je trouve désastreuse, qui est vraiment un point mais catastrophique de Jacques-Henri Hérault. Il se fait remarquer par de nombreuses polémiques, par aussi des communiqués qui sont inutiles. Et voilà, mais c'est dommageable, mais d'un côté, ça illustre bien l'état d'esprit d'un président qui est sous pression, qui est stressé. Et je trouve que ça n'annonce pas de très bonnes choses pour l'Olympique de Marseille, malheureusement. Voyez, tu étais d'accord un peu, c'est Jacques-Henri Hérault qui va en venir aux mains avec le président de Guingamp, sachant qu'il y avait tous les présidents de ligue qui étaient là. C'est quand même c'est désastreux, c'est pas acceptable pour un président de l'Olympique de Marseille, tout simplement. C'est ça, moi je trouve que son comportement il est devenu ridicule, hein, j'emploie les mots forts, mais il a un passif derrière lui. On a vu tout ce qu'il a fait en conférence de presse, se tromper sur le nom de recrutement d'un joueur, que ce soit des mises à jour en pleine conférence de presse. Enfin, c'est pas ce qu'on attend d'un président d'un des clubs les plus mythiques de France, si ce n'est d'Europe carrément, en parlant de l'OM. C'est pas ce qu'on attend de ça. On attend un président qui va être carré, qui va être droit, qui va être sérieux, qui va justement essayer de tirer vers le haut le championnat et tous les clubs du championnat. Et finalement, on a l'impression que l'équipe tire vers le haut finalement le championnat, mais son président, il tire vers le bas l'équipe. Enfin, c'est totalement incompréhensible le comportement de Jacques-Henri Hérault. Et c'est clairement une balle que se tire l'OM dans le pied avec Jacques-Henri Hérault. J'ai l'impression que chaque semaine, on apprend toujours plus sur lui et toujours plus de mauvaises choses. En tout cas, ça nous fait bien marrer, nous, en tout cas, de voir l'OM dans cette situation, de voir un club qui arrive à être en Ligue des Champions et qui arrive quand même à être en crise. Je ne sais pas si ça a déjà été réalisé dans l'histoire, mais en tout cas, on suivra bien évidemment tout ça avec intérêt dans les prochaines semaines pour la suite de l'épisode marseillais. Et puis cette situation à l'OM, elle est en train de créer une sorte d'effet domino, un effet ricochet même, à l'opposé du pays, du côté du LOSC, où, selon quelques informations, on aurait laissé entendre que Christophe Galtier voudrait rejoindre l'OM. Il aurait été sondé ou son agent aurait sondé. Enfin, situation très très bizarre actuellement du côté du LOSC pour partir du côté de l'Olympique de Marseille. On a eu aussi des rumeurs comme quoi Luis Campos voudrait partir pour rejoindre José Mourinho à Tottenham. On a vu Mourinho beaucoup de fois venir au stade Pierre-Mauroy pour examiner l'équipe. Mathéo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus la situation qui est très floue actuellement du côté du LOSC ? C'est très flou parce que jusqu'à présent, je trouvais le LOSC particulièrement calme. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Ils sont toujours très actifs sur les réseaux sociaux. Je trouvais qu'il y avait un truc. Et là, on apprend, il y a quoi, une semaine, dans un premier temps, Christophe Galtier qui aurait sondé l'Olympique de Marseille, après son agent, après son entourage. Ensuite, Gérard Lopez qui est furieux contre Christophe Galtier. Bon, la situation s'apaise. Christophe Galtier confirme par le biais de la Voix du Nord que c'est que entre guillemets, des fake news. Mais quelques jours plus tard, là, c'est vraiment la bombe et c'est vraiment le coup de dur pour le LOSC. C'est une situation très inquiétante avec Luis Campos qui est envoyé à droite à gauche. J'ai entendu Monaco, j'ai entendu l'Olympique de Marseille. Et Newcastle aussi. Newcastle, mais surtout Tottenham qui est pour moi l'option la plus envisageable. Il est parti du côté du Portugal, il répond plus beaucoup au téléphone, il a pris du recul avec le club lillois, donc très mauvaise nouvelle, mais des informations qui sont quand même beaucoup plus rassurantes, Rieux pourra les confirmer aussi. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres contacts avec des clubs et qu'il ait ses raisons pour avoir pris un peu de recul avec le club lillois.
et que ce sont des raisons plutôt sur l'aspect juridique, qui sont plutôt sur l'aspect aussi avec les rumeurs Christophe Galtier, etc. Donc plein de petits points au LOSC qui vont pas, et c'est un petit peu une manière de mettre un coup de pression, je pense, aux dirigeants, à la direction du LOSC pour pouvoir entamer une nouvelle saison qui va être très difficile et dont le LOSC a vraiment besoin de ce Luis Campos pour un recrutement malin et pour bien vendre, toujours dans cette optique de trading. C'est quand même un peu grâce à Luis Campos qu'actuellement ce projet du LOSC marche si bien. S'il y a une perte de Luis Campos, on va le dire, c'est désastreux pour le LOSC. C'est le pire qui pourrait arriver, selon moi, actuellement au LOSC. Un départ de Luis Campos, ça serait absolument incroyable. Tu l'as dit, Matteo, il y a une sorte de réunion qui a été faite entre Galtier, Campos et Gérard Lopez pour vraiment mettre au clair tout. On est quand même sur une situation qui est très bizarre. Comme tu l'as dit, Luis Campos qui a pris beaucoup de recul avec le LOSC. Tu l'as dit, c'est surtout pour des questions, on va dire, de direction, des choses qui ne vont pas dans le club. Mario, qu'est-ce que tu penses un peu, toi, de ce coup de pression qu'a pu mettre Luis Campos, et qu'est-ce que tu vois pour l'avenir du LOSC? Est-ce qu'il va y avoir des gros changements, ou est-ce que c'est juste une petite tempête qui passe tranquillement sur l'île avant de rejoindre d'autres endroits, ou est-ce que c'est vraiment juste, on va dire, un problème beaucoup plus profond actuellement au LOSC? Ouais, moi, je pense pas que le problème soit si profond que ça. Je pense que Christophe Galtier a voulu peut-être un peu jouer un peu à se faire désirer en demandant à son agent de sonder l'Olympique de Marseille, comme tu l'as dit, Charles. Et c'est vrai que ça a été très très mal pris par Luis Campos, qui a directement menacé carrément de quitter le club selon un journal portugais. Mais selon le même journal portugais Record, je crois, si je me souviens bien, il a ensuite annoncé, Luis Campos, qu'il n'avait aucune intention de quitter le club et qu'il n'avait jamais parlé avec aucun autre club. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le LOSC, bien sûr, parce que le projet actuel du LOSC ne serait pas ce qu'il est sans Luis Campos, bien sûr, qui est vraiment l'homme de la situation, avec tous ces réseaux de scouts qu'on connaît, hein, vraiment à travers que ce soit l'Amérique du Sud, l'Europe méditerranéenne ou tous les autres pays finalement dans lesquels il est présent. Il a ramené des gros joueurs qui ont permis de rapporter beaucoup d'argent au LOSC, que ce soit Nicolas Pepe, bientôt Jonathan Iconé, Victor Osimhen ou d'autres noms qui sont finalement sur le départ et qui l'a permis de recruter. Mais avant tout, oui, c'est ça, c'est Luis Campos, l'homme de la situation du LOSC. Sans Luis Campos, le LOSC aujourd'hui, c'est plus rien, parce que c'est lui qui a toutes les clés en main au LOSC. Et c'est ça aussi qui fait la force du LOSC, c'est que c'est pas Gérard Lopez qui décide. Gérard Lopez, il donne un peu d'argent, il donne son avis, mais la voix finale, j'ai l'impression que c'est Luis Campos qui l'a. Et c'est très bon pour le LOSC, c'est très bon d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment le milieu du foot, qui est dans ce milieu depuis plusieurs années et qui décide tout. On voit où en est le LOSC aujourd'hui. Il sort d'une deuxième place l'an dernier, quatrième encore cette année, à 2 doigts d'être troisième. Le LOSC est de retour au premier plan du football français et je pense encore pour de nombreuses années. Et ça, le LOSC en doit énormément à Luis Campos pour ça. Donc Matteo, toi, tu penses comme Brieux, tu penses que c'est juste, on va dire, un petit épisode dans cette crise actuelle qu'on traverse, et qu'il n'y a pas de gros problèmes au LOSC, c'est juste des petites histoires qui font qu'au final, ça prend une proportion beaucoup plus grande. J'espère en tout cas que ce sera que passager, parce que sinon ce sera bien désastreux. C'est vraiment la pièce maîtresse du projet lillois. Il arrive à cibler des joueurs comme Selik en D2 turc, ou Gabriel qui était au Brésil et qui était vraiment un joueur inconnu. Et là, Gabriel va sûrement être vendu 30-35 millions d'euros cet été. Donc voilà, c'est quelqu'un qui arrive à dégager énormément de bénéfices dans les clubs où il passe. Là, le LOSC, mais avant Monaco, c'était vraiment pas mal. Quand on voit la situation de Monaco à l'heure actuelle, parce que c'est pas parce que Luis Campos est parti, donc on pourrait avoir peur de ça du côté du LOSC. Maintenant, je pense qu'ils ont un très bon président, qui est Gérard Lopez, qui depuis le début où il est arrivé au LOSC, il prend de très bonnes décisions. Il arrive vraiment bien à gérer le club, je trouve. Et je pense qu'il a toutes les cartes en main pour régler la situation. Il possède toujours de très bons rapports avec Luis Campos. Donc allez, j'ai encore beaucoup d'espoir pour que la situation s'apaise. En tout cas, on suivra avec attention ce qui se passe du LOSC, parce que ça fait quand même deux ans après cette saison très compliquée où on a évité la relégation du côté de Lille, que le LOSC va très bien, le LOSC est très sain. Quelques petits problèmes économiques, mais ça bien évidemment comme tous les clubs actuellement. En tout cas, on suivra le LOSC avec intérêt. On espère pourquoi pas une très belle campagne en Europa League dès la saison prochaine avec Luis Campos et Christophe Galtier au sein du club. On va parler maintenant du club un peu phare de ces derniers mois quand même, Toulouse, bien évidemment.
Toulouse qui d'ailleurs a été relégué du coup en Ligue 2, on le sait maintenant depuis l'annonce de la LFP. D'ailleurs, vis-à-vis de ça, les recours qu'ont posé Toulouse, Amiens et Lyon ont d'ailleurs été refusés par la justice. Bien évidemment, on attend le prochain épisode de cette série avec impatience. Mais pour Toulouse, du coup, qui, selon Olivier Sadran, devrait, est en phase en tout cas, d'être vendu alors à des Américains, si je ne dis pas de bêtises, à 85%. Dès cet été, ça devrait se faire d'ici un petit mois à peu près. Brieux, c'est la fin du projet toulousain. Ça y est, c'est la relégation Ligue 2 a mis clairement fin à tout espoir d'Olivier Sadran de faire quelque chose avec ce club. Oui, totalement. Comme tu l'as dit, je crois qu'il a ce club-là depuis 2001 ou quelque chose comme ça. Il a réussi à l'emmener à des très hauts niveaux qui sont vraiment inimaginables aujourd'hui. Au début des années 2000, ils font plusieurs deuxième ou troisième places derrière Lyon notamment. Donc c'est vraiment des gros résultats. Ensuite, il y a eu beaucoup plus de mal dans la deuxième partie de ces années 2000, donc la dernière décennie qui est passée. Moins de places en qualification européenne, si ce n'est aucune, je crois bien. Et là, cette saison, vraiment la descente aux enfers. Une dernière victoire qui remonte au 19 octobre contre Lille. Pas beaucoup de points en championnat. Beaucoup parlé dans les médias, etc. Et tous les recours qu'on a entendus depuis maintenant 2 mois. Je pense vraiment que c'est une bonne chose de tourner la page pour Olivier Sadran et pour Toulouse. De cette saison vraiment horrible, cauchemardesque pour les Toulousains, et de repartir de nouveau pied avec les acheteurs américains du nom de Redbird, si je me souviens bien. Donc je pense vraiment que c'est une bonne chose d'essayer de partir sur un nouveau projet. Matteo, je pense, va nous en parler un peu plus, mais il y aura des moyens qui vont être débloqués, et ça aussi c'est une très bonne chose pour Toulouse, qui reste une des très grandes villes de France. Donc moi j'ai espoir pour ce nouveau projet toulousain, et j'attends de voir ce que ça va donner, mais je pense vraiment que c'est une bonne idée. On devra peut-être attendre pour revoir un Toulouse-Bordeaux, bien évidemment, en Ligue 1, voir ce magnifique derby qu'on a. Mathéo, du coup, qu'est-ce que tu penses? Il y a eu cette belle période aussi, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, cette période de Wissam Ben Yedder, Martin Braithwaite. On a eu bien évidemment la magnifique épopée de Pascal Duprat pour se maintenir. C'est quand même, on va dire vraiment la fin d'un cycle pour Toulouse. Mais quel est l'avenir, on va dire, pour Toulouse maintenant? C'est quoi le futur pour Toulouse? Parce que là, il faut tout reconstruire. Il faut tout reconstruire, mais ça ne m'étonne pas que Toulouse soit racheté, parce qu'il y a vraiment, je trouve, un potentiel économique. Ils possèdent déjà de belles infrastructures. C'est une des villes qui a le plus d'habitants en France, une belle ville étudiante aussi. Donc il y a vraiment un potentiel en rachetant Toulouse. Ils vont avoir des moyens assez conséquents au mercato. Je crois que ça va tourner autour de 20 millions d'euros pour un club de Ligue 2. C'est une enveloppe qui est faramineuse. Maintenant, on est toujours dans le flou tant que le projet n'est pas présenté vraiment en détail. Maintenant, j'espère que Toulouse pourra remonter dans l'élite française avec un nouveau et très beau projet, parce que même si ces dernières années, c'est pas ça reste quand même un club phare de Ligue 1. Et c'est toujours dommage de voir un club de ce standing se casser un petit peu la gueule, pour parler un petit peu vous avez compris. et voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que même il y a des joueurs comme Max Alagradel qui pourront aussi partir. Ça va faire rentrer de l'argent aussi. Je vois mal Max Alagradel rester en Ligue 2 dès la saison prochaine. Pourquoi pas, après je me trompe peut-être, mais il va y avoir des ventes aussi qui vont être faites, pas énormes, on ne parle pas de grosses sommes d'argent. Mais si Toulouse arrive déjà à reprendre, on va dire, ne serait-ce que 5 millions sur Max Alagradel, ça sera déjà une belle avancée pour Toulouse. Donc on suivra un petit peu tout ça, Toulouse. En tout cas, on espère vraiment les voir en Ligue 1, et que cette situation qui dure depuis maintenant ce début de saison s'arrête, que vraiment Olivier Sadran laisse les clés du club à quelqu'un d'autre pour vraiment passer à autre chose, et essayer de voir un peu le futur du Toulouse Football Club pour les revoir en Ligue 1 le plus vite possible. J'ai une petite question par rapport à tous les sujets qu'on vient d'aborder. Donc on a vu surtout donc la Ligue 2 à 22, l'OM, la situation au LOSC, la vente de Toulouse. On peut même parler de la situation de Bordeaux qui actuellement est catastrophique. Tout ça réside un peu dans un même choix en fait. C'est l'arrêt du championnat. Ça fait maintenant 2 mois que le championnat est arrêté. Un petit mois qu'on sait que la Ligue 1 ne reprendra pas. Et toutes ces déclarations, toutes ces infos, elles se sont enchaînées derrière. Est-ce que après, on va dire, 1 mois officiel sans Ligue 1 et 1 mois, on va dire, sans reprise officielle, est-ce finalement, on n'est pas sur une mauvaise décision prise par la Ligue, ou une décision qui a été prise peut-être trop tôt d'un point de vue essentiellement économique, messieurs, bien évidemment. Le sportif et la santé passent bien évidemment
avant tout. Mais d'un point de vue économique, on est quand même sur une situation qui est absolument désastreuse. Certains clubs, même avec le prêt de l'État, ne pourront pas continuer à vivre sainement. Brieux, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce petit bilan qu'on fait, on va dire, après un mois d'arrêt de championnat? Forcément, tu l'as dit, Charles, c'est un bilan vraiment du côté sportif et économique pour nos clubs. C'est un bilan catastrophique, désastreux. Mais le problème, c'est qu'on aura toujours cette balance, entre guillemets, avec la santé. Et ça, c'est évident que c'est un bon point qu'au niveau de la santé pour les joueurs et même de la santé publique en général, c'est une bonne chose que ce championnat n'ait pas repris. Mais pour tout ce qui est économique au niveau des clubs, c'est catastrophique. On voit aujourd'hui, on en a parlé aujourd'hui, tous nos points dans lesquels on a parlé, c'est lié finalement à cet arrêt des championnats. Alors que, comme on le voit derrière toi, Charles, sur ton écran, il y a des autres championnats qui ont repris, comme la Bundesliga. L'Italie, ça s'apprête à reprendre mi-juin. Pareil pour l'Espagne. En Angleterre, on commence à en reparler aussi. Ça commence à se réentraîner. C'est vraiment dommage comme décision pour les clubs de football français. Mais voilà, c'est fait. Et je pense vraiment qu'il faut désormais qu'on se concentre notamment sur la saison d'après et les saisons suivantes pour essayer de rattraper ça, ce retard-là, sur peut-être 2, 3, 4 années peut-être. Mais il faut vraiment réussir à rattraper ce retard-là et que ce ne soit pas un poids qu'on ait encore en esprit quand on repense à la Ligue 1. L'avenir nous dira bien évidemment si cette décision a été bonne, prise trop tôt, peut-être, on ne sait pas, peut-être que c'était la bonne décision mais qui a été prise trop tôt. Mathéo, est-ce que tu penses que cette décision, il fallait la prendre au final ou est-ce que justement tu penses qu'il fallait, on va dire, faire comme les autres championnats, attendre de voir si les conditions étaient on va dire, possibles quand on voit un peu tout dans cette phase de déconfinement qu'on vit actuellement en France, la vie reprend un petit peu son cours. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en fait, on aurait pu jouer là dans 2-3 semaines? Est-ce qu'on ne regrette pas un peu, surtout quand on voit ce qui se passe donc justement en Bundesliga ou en Espagne, en Italie? On est un peu dans le regret là actuellement, ou est-ce qu'on se dit, bon, finalement, on a préservé la santé des joueurs et c'était la bonne décision à prendre? C'est quoi un peu ton sentiment par rapport à tout ça? Au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais, bon, vaut mieux terminer le championnat, terminer la saison et repartir sur quelque chose de neuf, une nouvelle saison. Mais quand on voit dans le succès de la Bundesliga qui a repris là la semaine dernière, et dans toutes les conditions, toutes les consignes ont été respectées, c'est un succès fou. Franchement, on peut vraiment leur tirer. Je leur tire mon chapeau. Un grand coup de chapeau. Ouais, et je trouve ça vraiment top. Donc oui, en effet, on aurait dû attendre parce que ils ont touché d'ailleurs des sommes astronomiques de droits télévisuels. Et on aurait dû attendre au niveau économique. Ça va creuser un fossé qui était déjà un petit peu creusé avec nos voisins européens. On sait que le foot français a toujours eu un petit peu de mal là avec les nouveaux droits télé de Média Pro, c'est ça? Média Pro, ouais. Pour tomber, ça va faire du bien, mais maintenant, on est dans une situation économique catastrophique pour les clubs français et ce qui amène les clubs à prendre un certain nombre de choix, Bordeaux, Marseille, Saint-Etienne, Lille. Donc, c'est vraiment pas bon signe quand on voit que dans les autres clubs européens, c'est plutôt assez calme. Tout à fait, ouais, comme tu dis, c'est le sportif qui reprend un peu. Les droits, on pourrait évoquer plein de choses comme la réduction des salaires qui n'est pas en train de se faire, notamment du côté du Paris Saint-Germain, tandis que tous les autres grands clubs, on l'a vu avec Messi, qui a pris position, alors sa direction ne voulait pas baisser ses salaires et baisser plutôt les salaires des employés. Messi qui a taillé cette… En fait, on a l'impression qu'un peu partout en Europe, tout le monde comprend la situation actuelle et qu'en France, on est un peu encore en retard. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Moi, personnellement, si je dois donner mon avis aussi, je pense que ça a été une mauvaise idée d'annuler de ce championnat quand on voit ce qui se passe actuellement en Allemagne ou dans les autres championnats commencent à être respectés, surtout en Italie où des décrets sont vraiment faits pour vraiment tout respecter parce qu'on connaît la situation actuelle de l'Italie. Je pense qu'en France on avait cette capacité à reprendre et quand on voit la situation actuelle de l'OM, peut-être que s'il n'y avait pas eu cet arrêt, Zubizarreta serait resté, peut-être qu'il y aurait une prolongation de Villas-Boas, on ne sait pas du tout. Et pour moi c'est dommage et on a pris cette décision beaucoup trop tôt. On a d'ailleurs appris que c'était certains présidents qui avaient annoncé ne pas vouloir reprendre et qui avaient dit non, on ne reprendra pas nous, on ne veut pas reprendre pour justement se maintenir, notamment le club du Paris FC. Enfin bref, c'est vraiment un gros bordel, on peut se le dire actuellement en France, que ce soit au niveau économique et au niveau sportif. Et on espère que tout ça s'arrange le plus vite possible en espérant revoir du football normalement du coup le 23 août, la Ligue 1 Uber Eats du coup qui devrait reprendre donc le 23 août prochain. On attend ça avec impatience. En tout cas, merci messieurs d'avoir discuté avec moi sur tous ces sujets très importants bien évidemment. Et tout de suite, on va passer à notre rubrique Mercato, présentée par Mathéo.
Yes, donc vous avez l'habitude maintenant. Alors cette semaine, ça a été un petit peu plus calme parce qu'on a vu que c'était surtout rythmé par une actualité assez négative et des changements en interne dans les clubs. Mais on commence donc du coup avec la Ligue 1. Il y a eu une information qui a été cruciale et c'est le Lillois Gabriel. On en avait parlé déjà dans un mercato, dans une rubrique mercato précédente. Il devait s'engager en faveur d'Everton ou de Chelsea. Sauf que retournement de situation cette semaine, le Lillois devrait s'engager avec le Napoli. Toi, Brieux, qui suit bien un petit peu le championnat italien et qui aime bien plutôt ce joueur qui est Gabriel, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie de s'engager avec le Napoli alors qu'il y avait d'autres clubs qui présentaient un bon projet? On pense à Chelsea qui aura une équipe, je pense, très compétitive la saison prochaine, ou encore qui a été courtisé par le Real Madrid à un standing beaucoup plus haut. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense vraiment que c'est un peu une erreur de carrière pour l'OM. Enfin, je dis ça pour l'instant, mais après, on verra bien sûr où il ira. Et s'il y va, ce sera peut-être une super surprise pour. Mais moi, je parle surtout du Napoli quand je dis ça. Le Napoli, c'est très très compliqué cette année. Il y a eu un changement d'entraîneur un peu rebondissant avec l'arrivée de Gattuso pour remplacer Ancelotti. Gattuso, on l'a connu pendant 2 ans et demi au Milan AC. C'était pas le football plaisir, voilà, comme le Mont Charles. C'était vraiment compliqué. Moi, je pense vraiment que c'est pas un très bon choix pour lui d'aller au Napoli. Je pense que Gattuso ne fera pas son temps au Napoli là-bas, tout simplement. Alors qu'il aurait pu avoir plus de stabilité, que ce soit à Chelsea ou au Real Madrid, qui ont 2 entraîneurs plutôt jeunes aussi, comme Gattuso, vous me direz, mais que ce soit Zidane ou Lampard, qui ont des vraies idées en place. Lampard vraiment tourné vers le jeune, ce qui était lié aussi à l'interdiction de recrutement, bien sûr, mais vraiment tourné vers le côté jeune de son effectif. Il y a de la place pour moi, il y a une place à prendre en défense centrale à Chelsea sans problème pour Gabriel. Du côté du Real Madrid, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué avec notamment Varane et Ramos bien sûr, mais pourquoi pas attendre peut-être 2-3 ans derrière Sergio Ramos pour ensuite prendre la relève. C'est quelque chose que je peux imaginer sans vraiment me poser de questions sur le potentiel de Gabriel, un peu à l'image de ce qu'avait fait Raphaël Varane en remplacement de Pepe finalement. Donc moi je me serais plus tourné soit vers Real Madrid soit vers Chelsea pour Gabriel. Après, seul l'avenir nous dira, me fera mentir ou non sur le sujet. Si je peux me permettre, je crois que Manolas, est-ce que Manolas s'est pas fait les croisés récemment? Il s'est pas blessé récemment avec le Napoli, ce qui pourrait aussi dire au Napoli de vouloir recruter un défenseur central. Je crois qu'il y a une histoire de blessure récurrente de Manolas actuellement au Naples. Je dis peut-être une bêtise, hein, je vous demande à vous aussi, mais je crois qu'il y a une blessure de Manolas ou quelque chose comme ça qui pourrait aussi inviter le Napoli à récupérer, pourquoi pas, un défenseur central. Le temps, en tout cas, du retour de Manolas. Mais peut-être que je dis une bêtise, où il y avait un défenseur central qui était blessé ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une idée, mais j'ai un doute là-dessus. Ce n'est pas Manolas, mais après, c'est vrai qu'il y a Koulibaly qui est annoncé avec insistance sur le départ, donc ça peut être un remplacement quelque chose comme ça. logique pour le Napoli. Je me disais qu'il y avait quelque chose dans la défense centrale du Napoli, j'avais cru comprendre quelque chose comme ça, mais bon. Je dis peut-être une bêtise, je t'en prie Mathéo. On parlait de Chelsea là tout à l'heure et c'est l'information complètement choc et moi je comprends rien du tout. C'est Olivier Giroud qui a prolongé son contrat jusqu'en 2021 avec Chelsea. On en avait parlé longuement déjà. Est-ce que toi, Charles, est-ce que tu trouves logique cette décision d'Olivier Giroud alors que quand on fait le bilan de cette saison, son temps de jeu il est quand même assez faible et qu'il a une deuxième chance pour convaincre Didier Deschamps, et convaincre Didier Deschamps à l'aube d'une compétition européenne, donc l'Euro 2021. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est pas sa décision. Je pense que c'est Chelsea qui lui a mis un peu le couteau sous la gorge en lui disant, écoute, avec le mercato qui s'annonce, avec la crise qu'on a, avec tout ce qui va se passer, on veut garder, on va dire, un maximum de monde pour avoir un effectif complet. On sait qu'ils sont en quête d'une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Je pense que c'est vraiment plus une décision de Chelsea qui lui a vraiment dit on a besoin de toi parce que si, par exemple, on a des blessures, Tammy Abraham, il fait une très belle saison, mais est-ce que sur la durée, ça va tenir? Michy Batshuayi, moi, Michy Batshuayi, c'est pas un joueur que je trouve vraiment performant et qui pour moi, Giroud est meilleur que Michy Batshuayi. Mais je pense que c'est pas sa décision, c'est pas ce qu'il voulait, mais qu'il a été un peu obligé et que vu, on va dire, la relation qu'il a avec Frank Lampard, je pense qu'il a été un peu en mode, voilà, je le fais pour une année. Si vous me garantissez un départ sûr et certain dès la saison prochaine, parce qu'il devait partir du côté de l'Inter ou d'autres clubs,
Je pense que ces clubs-là, actuellement, vont plus être pour s'occuper de leur effectif, essayer de recruter intelligemment. Après avoir aussi le salaire, hein, peut-être que Giroud a un gros salaire à Chelsea aussi qui fait que finalement, il peut s'en contenter. Mais je pense en tout cas, c'est pas sa décision. C'est pas ce qu'il voulait, mais qu'il l'a fait par bon sens et par politesse vis-à-vis de Frank Lampard. Rieux, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as envie de réagir à cette information? Moi, je pense, au contraire de Charles, je pense que c'est un peu la décision d'Olivier Giroud. Je pense qu'il sait que dans la tête de Didier Deschamps, ça ne bougera pas pour l'Euro 2021, qu'il sera quand même dans le groupe. Bien sûr, je croise les doigts pour que si la situation reste comme ça, ce ne soit pas le cas. Mais je pense pas vraiment qu'il aura du temps de jeu à Chelsea plus que cette année. Parce que Tammy Abraham fait vraiment l'affaire, il fait une super saison comme l'a dit Charles. Mais non, j'ai l'impression qu'il n'était pas vraiment sûr de partir non plus. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas non plus trop d'avis sur la question. Je pense que ça aurait été une meilleure décision de partir pour lui. Après, je sais pas. Je sais pas exactement si c'est lui ou le club qui a pris la décision. Je n'ai pas d'avis. Sachant que Chelsea vise aussi à recruter un attaquant. On a eu des rumeurs avec Victor Osimhen notamment, et ce sera un véritable coup dur pour Olivier Giroud. Mais bon, on suivra ça dans les jours à venir. Avant de vous quitter, je vais finir très rapidement avec les informations officielles de la semaine. Coupé, nouvel entraîneur des Gardiens de Dijon. Neuer prolonge son contrat jusqu'en 2023. Et enfin, David Silva qui va bel et bien quitter Manchester City. Il a confirmé aux médias, c'est la fin de l'aventure Silva à City. À la semaine prochaine. Et tant qu'on y est, bien évidemment, en regardant le match de Dortmund, on a eu l'information il y a à peu près quelques minutes que Mario Götze aussi quitterait bien le Borussia Dortmund dès la saison. Donc c'était une petite information officielle en plus sur cette magnifique rubrique Mercato proposée par Matteo. On va tout de suite passer à notre toute nouvelle rubrique pour fêter ce nouveau format, c'est ce format magnifique qui est la vidéo. La rubrique Prono, ça y est, le foot est de retour, le foot revient en Bundesliga, mais aussi en Espagne, en Italie. Tous les championnats reprennent petit à petit. Une nouvelle rubrique du coup sur ça, une rubrique qu'on voulait faire depuis un petit moment, qui sera consacrée à quel match aujourd'hui, Brice? Qu'est-ce que nous réserve la semaine prochaine en termes de football? Et voilà, donc comme tu as dit Charles, le football est de retour. Et en plus cette semaine, gros match de football avec un duel au sommet en Allemagne. Donc entre le Borussia Dortmund qui joue actuellement juste derrière Charles et le Bayern Munich. Donc voilà, le Borussia Dortmund qui va recevoir le Bayern Munich pour le compte de la 28e journée de Bundesliga. C'est tout simplement le deuxième qui reçoit le premier et le champion sortant. Donc un gros match à venir. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous en pensez au niveau du score. Est-ce que vous avez un favori pour ce match? Vas-y Charles, dis-nous ce que tu en penses. Écoute, en regardant, on va dire déjà rien que le match de Dortmund la semaine dernière contre Schalke 04 et le match qu'ils sont en train de faire actuellement contre Wolfsburg où ils mènent 1-0, ça va être, on va dire, un gros match. Je crois qu'il n'y a que 4 points d'écart actuellement entre le Bayern et Dortmund, si je ne dis pas de bêtises. Ça peut tout relancer littéralement dans cette Bundesliga. Et moi, je vois une victoire de Dortmund. Tout simplement parce que je les trouve sur une meilleure dynamique, que ça soit sur le match qu'ils ont montré contre Schalke. C'est quand même, on va dire, quelque chose de monstrueux ce qu'ils ont fait en termes, dans le sens d'arriver comme ça après 2 mois de football et de pas avoir vraiment, on va dire, de séquelles, hein, vraiment. Ils ont vraiment poussé pour montrer leur football, montrer ce qu'ils savaient faire. Donc moi, je verrais une victoire de Dortmund sur un 2-1. Très bien. Et toi, Mathéo, on voit que tu as un t-shirt jaune, peut-être supporter de Dortmund. Ah oui, totalement. Dis-nous, Mathéo. Je vais suivre Charles. Je les ai trouvés beaucoup plus en jambes que le Bayern sur le dernier match avec un 4-0, ça? Ouais, totalement. Le Bayern a gagné 2-0 match, et Borussia Dortmund 4-0, c'est ça. Un match qui a été maîtrisé du début à la fin, de l'attaque au gardien, en passant par la défense ou encore le milieu. Il y a vraiment un joueur, moi, que j'avais envie de parler, c'est Julian Brandt, que je trouve exceptionnel. C'est peut-être un joueur un petit peu sous-coté. Il a été aussi embêté par les blessures. Et heureusement pour le Paris Saint-Germain qu'il n'a pas beaucoup joué durant les rencontres. Mais voilà, je miserais, moi, si on peut parler pronostic buteur, je miserais sur un petit but de Julian Brandt et un 2-1 aussi, comme Charles, ça me paraît être un très bon pronostic. Très bien. Alors moi, pour moi part, je vais pas aller dans votre sens. Moi, je vais plutôt aussi partir sur un 2-1, mais côté Bayern Munich, que j'ai trouvé vraiment impressionnant contre Union Berlin, vraiment tout en maîtrise. Ils n'ont jamais eu peur, toujours dangereux en attaque. Ils ont des gros joueurs de couloir, je trouve encore, avec
Davis à gauche, Pavard qui revient très très bien encore une fois cette saison. Moi j'ai trouvé vraiment toujours très juste dans ses interventions, que ce soit défensive ou offensive. Il a encore marqué le week-end dernier. Donc moi je verrais bien le Bayern gagner 2-1. Je pense que ce qu'ils vont prendre un but parce que Dortmund en attaque, comme vous l'avez dit, c'est juste impressionnant. Tout le monde se connaît, voilà, chacun connaît son poste, sa place. Ils savent vraiment bien se trouver. Encore une fois, tu l'as dit, ils ont des super joueurs comme Julian Brandt qui a sorti vraiment une merveille de déviation la semaine dernière. Donc je pense vraiment que ça va être un très très beau match à voir. Et moi je verrais bien un 2-1. Pour les buteurs, je dirais Robert Lewandowski, pardon. Et je suivrais bien, pourquoi pas, Julian Brandt pour le Bayern ou bien sûr l'inévitable Erling Haaland. Charles, toi, tu as une idée de qui pourrait marquer la semaine prochaine ? Bah, moi, je trouvais justement qu'on parlait beaucoup de Julian Brandt, mais pas assez d'Erling Haaland. Moi, il me hante encore de cette frappe. J'ai encore le son dans mon oreille droite actuellement de la frappe d'Haaland au Signal Iduna Park contre le Paris Saint-Germain. Dieu merci, on est passé derrière. Mais pour moi, Haaland, même le match qu'il a fait contre Schalke, il marque encore. C'est un cyborg. C'est tout simplement un cyborg. On comprend que tous les clubs soient sur lui pour l'été prochain. Pour moi, Haaland sera inévitable dans ce match. Surtout que je crois que le Bayern n'a pas encore joué contre Erling Haaland, hein, vu qu'il est arrivé cet hiver. Non. Donc ils ont jamais pu expérimenter un peu l'expérience. Ils n'ont jamais pu jouer contre Erling Haaland. Donc je pense vraiment qu'Haaland sera très très difficile à marquer. Et dans la continuité de ce qu'il est en train de faire actuellement, juste derrière moi, Raphaël Guerreiro. Parce qu'il faut noter que Jadon Sancho ne joue pas depuis 2 matchs. Hein. Jadon Sancho est sur le banc. Donc c'est quand même c'est quand même bien d'arriver à avoir une attaque aussi bien avec Jadon Sancho sur le banc. Donc ouais, moi je dirais Guerreiro et Erling Haaland en tant que buteur sur un score de 2-1 avec un très gros match de la part du Norvégien. Donc Haaland en homme du match, Charles, c'est ça ? Ouais, moi je vois un gros match d'Haaland très bien. Avec sa magnifique célébration du yoga derrière. Toi, Mathéo, tu verrais qui en buteur ? Donc, tu nous as parlé un peu de Julian Brandt. Julian Brandt en homme du match ou en buteur ou les deux ? Dis-nous tout. En homme du match. Peut-être pas forcément buteur parce qu'il se fait souvent remarquer par ses qualités de passe. Et Erling Haaland, forcément en attaque, est un redoutable buteur. Thorgan Hazard aussi, pas mal en ce début de saison, je le soulignais. Et si je devais partir et faire un petit peu dans l'original, je dirais un petit but d'Haaland et de Thorgan Hazard. Avec Julian Brandt, 2 passes décisives. Et homme du match, bien sûr. Ça marche. Moi, pour ma part, je vais miser sur un but de Robert Lewandowski, pas très original, mais bon, c'est le choix que j'ai fait. Et en homme du match, je verrais bien, pourquoi pas un Thomas Müller, sur sa lancée vraiment d'une saison incroyable qu'il fait. Donc je verrais bien un but, une passe D pour Thomas Müller et Thomas Müller en homme du match. En tout cas, on suivra avec attention ce match qui sera vraiment le grand match de la semaine prochaine. À suivre, je crois que c'est mardi ou mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Mardi, bien évidemment. Vous avez bien évidemment à regarder ce match qui sera exceptionnel. Et puis nous, on va vous quitter en vous annonçant déjà bien évidemment que dès quelques jours, bien évidemment, il va arriver un gros débrief sur ces 2 semaines de Bundesliga qui sont déjà passées. La prochaine vidéo sera donc sur le débat de cette semaine sur que se passe-t-il en Bundesliga, comment ça marche. Vous nous retrouverez bien évidemment pour cette magnifique vidéo qui devrait se tourner d'ici quelques jours afin d'arriver chez vous en milieu de semaine. Merci encore Brio et Mathéo pour cette magnifique vidéo, première vidéo on va dire avec nos têtes bien évidemment. On espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et bien évidemment de continuer à partager l'émission, ça nous fait un grand plaisir et on vous dit à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi!